lorsque vous allez à Kisangani et que vous voyez les dégâts qui ont été commis par l'armée patriotique rwandaise et l'armée ougandaise sur la population locale, leurs bâtiments, leurs maisons ont été détruits. C'est une ville sinistrée aujourd'hui. Il y a des femmes qui ont été, par exemple, enterrées vivantes après avoir été violées et empalées. Personne ne peut dire que l'on ne sait pas ce qui se passe en République démocratique du Congo. La communauté internationale y est largement présentée depuis des décennies. Denis Mukwege, votre engagement pour les droits des femmes et le respect de l'intégrité physique de leur corps vous valent aujourd'hui des menaces de mort. Nous avons condamné, avec ma collègue vice-présidente Heidi Hautala, ces menaces, joignant nos voix à un vaste mouvement de solidarité mondiale à votre égard, y compris de la part de la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, qui a exprimé pas plus tard que vendredi sa profonde inquiétude concernant ces menaces de mort et a appelé à une enquête rapide sur les auteurs de ces menaces. Ces menaces coïncident avec votre condamnation des meurtres récents qui sont commis par des groupes armés dans la province du Sud Kivu et de l'Ituri en République démocratique du Congo. Ces menaces viennent également en réaction à vos appels constants pour la mise en œuvre des recommandations proposées de longue date par le rapport des Nations Unies sur les violations des droits humains commis en République démocratique du Congo entre 1993 et 2003, dit le rapport Mapping. Nous reviendrons de manière plus précise sur ce rapport Mapping qui fêtera ses 10 ans et, doit-on le dire, les recommandations qui sont prévues dans ce rapport n'ont pas été l'objet d'une grande attention par la communauté internationale, mais aussi par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs les héros députés, nous vous sommes reconnaissants pour votre attention sur notre plaidoyer de ces jours, qui a trait à l'impératif de rendre justice aux victimes des crimes les plus graves commis en République démocratique du Congo depuis plus de 25 ans. Car l'impunité dont jouissent les auteurs et les instigateurs des abus et des exactions commis sur les populations civiles est l'une des raisons principales qui expliquent ces crimes puissent se poursuivre jusqu'à ce jour. Mesdames et messieurs, un récent rapport du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme en République démocratique du Congo s'alarme de la détérioration de la situation des droits humains dans les provinces en conflit, en particulier en Ituri, au sud Kivu, au nord Kivu, mais aussi dans la province de Tanganyika, et a documenté plus de 4000 violations et atteintes aux droits humains sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo au cours du premier semestre de l'année 2012, parmi lesquels on compte un très lourd bilan humain de plus de 1300 morts. C'est énorme. En moyenne, toujours selon l'ONU, 8 civils sont tués chaque jour dans le cadre des conflits et bien souvent, ce sont les femmes et les enfants qui sont les principales victimes. Personne ne peut dire que l'on ne sait pas ce qui se passe en République démocratique du Congo. La communauté internationale y est largement présentée depuis des décennies. Les sources d'information sont donc crédibles et fiables. On peut les trouver et ces sources ne manquent pas. Jour après jour, mois après mois, année après année, de nouvelles violations des droits humains sont documentées, rapportées et analysées. Parmi ces sources figurent les rapports du projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits humains et des droits internationaux humanitaires commises entre 1993
et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo. Ces documents denses et détaillés, basés sur des enquêtes et des recherches rigoureuses, est le fruit d'un travail d'1 an effectué par une équipe d'experts des Nations Unies qui sont spécialisés en droits humains. Il couvre l'un des chapitres les plus tragiques de l'histoire récente de la République démocratique du Congo. Ces rapports, publiés il y a 10 ans, s'étaient fixés 3 objectifs. Le premier objectif est de dresser l'inventaire des violations les plus graves des droits humains et des droits internationaux humanitaires. Le deuxième objectif est d'évaluer le moyen du système judiciaire national pour y faire face. Et enfin, le troisième objectif était d'élaborer une série de formules envisageables pour aider le gouvernement de la République démocratique du Congo à identifier des mécanismes appropriés de justice transitionnelle. Ce rapport est avant tout une véritable cartographie, un inventaire documentant 617 incidents violents commis entre 1993 et 2003 et qui suggère que des sérieuses violations des droits humains et des droits humanitaires ont été commises. Les rapports concluent que la majorité des crimes documentés peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Certains actes pourraient même être constitutifs de crimes de génocide s'ils étaient portés à la connaissance d'un tribunal compétent. Parmi ces crimes répertoriés par les Nations Unies, qui, rappelons-le, sont imprescriptibles et pour lesquels aucune immunité ne peut être invoquée. Il y a des femmes qui ont été, par exemple, enterrées vivantes après avoir été violées et empalées. Des croyants qui cherchaient refuge dans des églises qui ont été calcinées et des malades assassinés sur leur lit d'hôpital. Les experts onusiens ont estimé que le moyen dont dispose le système judiciaire congolais pour mettre fin à l'impunité de ces crimes internationaux sont sans aucun doute insuffisants. Ils étaient insuffisants il y a 10 ans, ils sont encore insuffisants aujourd'hui. Enfin, le rapport Mapping a formulé une série de recommandations à l'intention des autorités congolaises pour briser le climat d'impunité avec le soutien de la communauté internationale. Ces recommandations soutiennent la nécessité de recourir à divers mécanismes de la justice transitionnelle. Ainsi, les experts des Nations Unies ont préconisé en premier lieu l'instauration des chambres spécialisées mixtes au sein des juridictions congolaises où des magistrats et des juges congolais siégeraient aux côtés de leurs homologues internationaux pour rendre justice aux victimes et contribuer au renforcement des capacités des organes congolais de poursuite et de jugement. En outre, il recommande la mise en place d'une commission de la vérité et de la réconciliation et des programmes de réparation pour les victimes de la guerre et les communautés affectées. Enfin, ils encouragent de s'engager dans des réformes institutionnelles telles que l'assainissement des institutions, une réforme profonde des secteurs de la sécurité et de la justice, et ceci pour garantir la non-répétition des atrocités. Mesdames et messieurs, alors que ce rapport a été publié il y a 10 ans, aucune de ces recommandations n'a été appliquée à ces jours. Malgré diverses promesses faites par exemple par l'ex-président Joseph Kabila, toutes restaient sans suite. Cette absence de réponse de la justice est particulièrement choquante au regard de la gravité
des crimes commis en République démocratique du Congo. Envie d'enrayer le cycle récurrent des violences et son cortège d'atrocités dont nous réparons les conséquences à l'hôpital des Panzi depuis bientôt plus de 20 ans, il est important aujourd'hui de s'engager à mettre en œuvre les recommandations du rapport Mapping qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. C'est dans ce contexte que nous sommes encouragés par la récente communication du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Tshisekedi, homme politique sans lien avec les crimes du passé, qui a instruit le gouvernement congolais de mettre les dossiers de la justice transitionnelle à son agenda lors du Conseil des ministres en date du 7 août 2020. Cette annonce constitue un pas en avant pour la reconnaissance du droit des victimes à la justice, à la vérité et à des réparations. Gageons que le président de la République, homme politique sans lien avec les crimes du passé, fasse avancer la République démocratique du Congo sur les chemins de la justice et de la paix, avec le soutien de ses partenaires privilégiés. Et ici, notamment, nous pensons au soutien que nous pouvons avoir de l'Union européenne dans cette voie de paix et de justice. Nous demandons également aux autorités congolaises de procéder sans tarder à l'adoption et à la mise en œuvre d'une loi nationale sur la protection des défenseurs des droits humains en général et d'une loi spécifique visant à la protection et l'assistance des victimes et des témoins, accompagnée bien sûr de financements appropriés et durables. De plus, nous souhaitons une participation effective des victimes, y compris des survivantes de violences sexuelles, à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des mesures de justice qui concernent directement, dans l'esprit donc de la résolution 1325 du Conseil de sécurité et de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Nous souhaitons aller plus loin que les recommandations du rapport Mapping. Nous sommes en faveur des chambres spécialisées mixtes, mais nous plaidons également pour l'établissement d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo pour différentes raisons. D'abord, la Cour pénale internationale n'est compétente que pour les crimes commis après juillet 2002, alors que l'inventaire effectué dans les rapports Mapping couvre la période allant de 1993 à 2003. Ensuite, il faut tenir compte de la dimension régionale du conflit en République démocratique du Congo, où diverses armées étrangères et divers groupes rebelles, appuyés par des pays voisins, sont intervenus sur le territoire congolais et doivent être aussi tenus responsables des exactions qui ont été commises. Pour que justice soit rendue au niveau domestique, il faudrait donc des accords d'extradition et une coopération judiciaire très efficace avec tous les pays impliqués, notamment l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, ce qui n'existe pas encore et qui nécessiterait une réelle volonté politique de tous les États concernés. Et aujourd'hui, on peut observer que cette volonté politique fait défaut. Nous plaidons donc pour une intervention du Conseil de sécurité qui, sur base du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, pour établir un tribunal pénal international ad hoc pour la République démocratique du Congo, ce qui créerait les cadres nécessaires pour que tous les États soient obligés de coopérer pleinement avec cette instance de poursuite et de jugement des crimes internationaux commis en République démocratique du Congo par des Congolais ou par des ressortissants étrangers. Que ce soit pour l'établissement d'un tribunal
pénale internationale pour la République démocratique du Congo ou des chambres spécialisées mixtes, nous préconisons que sa compétence temporelle devrait s'étendre au début des années 90 jusqu'à aujourd'hui, car les crimes continuent. Enfin, nous appelons tous les États européens à faire usage du principe de la compétence universelle pour poursuivre ou extrader tous les auteurs présumés des crimes les plus graves commis en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, le manque de volonté politique et la réelle politique ont trop longtemps primé sur le besoin et la soif de justice et de vérité. C'est dans ce contexte que les massacres se poursuivent en toute impunité. Cette situation qui fait honte à notre humanité commune ne peut plus durer. Et comme vous l'avez dit, les crimes ne se sont pas arrêtés en 2003. Les crimes ont continué en République démocratique du Congo. Vous avez fait le lien avec la volonté politique du gouvernement congolais, avec la volonté politique des pays voisins de la région des Grands Lacs. Vous n'avez pas établi le lien avec la question des ressources qui sont aujourd'hui en République démocratique du Congo et qui sont aussi l'intérêt de la communauté internationale. Et donc je pense qu'il y a des questions aussi à formuler sur l'exploitation de ces ressources qui sont utiles à la planète, à toute la planète, mais qui ne peuvent pas être exploitées telles qu'elles le sont aujourd'hui au détriment des droits des Congolais et des Congolaises et surtout au détriment de leur vie. Si vous pouviez nous dire plus de détails sur comment vous voyez l'incidence que nous pouvons avoir, vous êtes en danger, et si nous pouvons faire quoi que ce soit pour plus de sécurité pour votre personne, dites-nous ce que nous pouvons faire, vous pouvez compter sur nous. Nous sommes tous douloureusement conscients, je dirais, des risques que vous prenez à chaque fois que vous prenez la parole. Aujourd'hui, en vous adressant à nous, avec ce que vous nous dites, nous le savons. Alors, très simplement, aujourd'hui, maintenant, qui vous protège? Vous vivez, je le sais, dans une maison qui est cernée, barricadée, dans un hôpital qui est cerné, barricadé. Quid de la MONUSCO? Quid du président Tshisekedi, qui vous avait promis une enquête et aussi des moyens de protection? Les menaces de mort dont vous êtes victime sont absolument inacceptables. On l'a dit, vous l'avez dit, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a réagi fermement. Elle a demandé de la justice à ce que les auteurs soient identifiés, arrêtés et traduits en justice. Mais au-delà de Michelle Bachelet, et effectivement, vous l'avez dit, de Josep Borrell, qui a réagi dans la communauté internationale à un haut niveau? Quand ont-ils réagi? Les mots, c'est des mots, mais au-delà des mots, moi je trouve ce silence assez assourdissant. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous avez reçu le prix Sakharov en 2014, le prix Nobel de la paix en 2018 avec Nadia Mourad? L'Ouganda a été condamné lorsque le gouvernement congolais a tenté de chercher des recours auprès de la Cour de justice internationale. Et l'Ouganda a été condamné à payer 6 milliards de dollars au Congo. Aucune somme n'a été versée au Congo. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas là aussi, malgré des condamnations à la Cour de justice internationale, une forme d'impunité qui pourrait être plus grave encore, c'est-à-dire qu'après jugement, l'impunité continue. Et donc, que peut-on faire par rapport à des situations telles que celle-là, qui montre à quel point lutter contre l'impunité est extrêmement complexe dans le contexte dans lequel nous sommes. Notre président actuel, il a l'avantage de ne pas avoir des liens avec les crimes qui se sont passés. Je crois qu'avant, nous avions eu beaucoup d'obstacles puisque, en fait, lorsqu'on a au gouvernement des personnes qui sont arrivées par les armes, il est très, très difficile de comprendre cette démarche que nous engageons. Aujourd'hui, tout dépend de la volonté du nouveau président, puisqu'il n'a pas ces liens, et donc il peut avancer. Il a déjà fait un programme en demandant que le gouvernement puisse examiner la possibilité donc de la justice transitionnelle qui viendrait donc en appui à tous les efforts que nous faisons. Et ça, moi, je pense que c'est très important que nous puissions avancer dans ce sens de la justice transitionnelle qui ne peut pas se faire
s'il n'y a pas des instruments de poursuite des bourreaux, de ceux qui ont commis des crimes. On a parlé de loi sur les minerais de conflit qui entre en vigueur en janvier 2021. Je pense que ça, c'est un progrès. Nous avions, je tiens encore ici à remercier tous les eurodéputés qui ont participé à ces combats pour que nous ayons cette loi donc européenne. Mais ceci étant, je crois qu'avoir cette loi n'exclut pas donc cette possibilité de continuer avec la justice. Puisque si la guerre s'est terminée, si les bourreaux ou les criminels commencent à avoir peur de commettre des crimes, ces minerais que nous appelons des minerais donc des conflits vont devenir des minerais propres par le fait même que les sites où ils sont exploités ne sont plus sous contrôle des hommes en armes. C'est pour cette raison que nous pensons que construire la paix, on ne peut pas la construire sans justice, puisque si les bourreaux restent dans l'armée, dans la police, dans l'administration, certainement qu'ils vont continuer à contrecarrer les efforts de la justice. En les contrecarrant, certainement que les bourreaux vont continuer à exploiter dans des carrés miniers et faire passer les minéraux, puisqu'ils ont tous les chemins pour faire exporter ces minéraux sans le moindre contrôle et après avoir commis des crimes. En ce qui concerne les immunités, je crois que pour les crimes les plus graves, on ne devrait pas normalement parler de l'immunité. Aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est que tout simplement, beaucoup de criminels qui se cachent dans les armées de leur pays, qui se cachent dans les administrations de leur pays, puisque tout simplement, nous n'avons pas effectivement un tribunal pénal international qui permet à ce que ces criminels puissent être cherchés, puisque il est certain que si aujourd'hui le Conseil de sécurité donc des Nations Unies peut permettre à ce qu'il y ait un tribunal pénal pour les Congo, tous les pays membres des Nations Unies devraient se soumettre et de pouvoir en fait livrer, si je dois dire ainsi, les criminels supposés. Et c'est pour cette raison que je viens sur cette question. Pourquoi nous pensons que tout doit aller ensemble, un tribunal pénal pour le Congo, des chambres spécialisées mixtes et une commission vérité et réconciliation. Je crois qu'il y a eu beaucoup de crimes en République démocratique du Congo et on ne peut pas espérer pouvoir mettre tout le monde en prison. Ce n'est pas ça l'objectif, ce n'est pas ça la raison, ce n'est pas une justice de vengeance. C'est une justice tout simplement d'éviter la répétition de ces crimes. Et on peut très bien voir que sans justice, pendant 20 ans, les pays européens ont investi beaucoup de moyens, mais tous ces moyens, en fait, y compris la force, à un moment, c'était la plus grande force des Nations Unies, mais 20 ans après, nous sommes toujours à la case de départ, puisqu'il y a une pièce de puzzle très, très importante qu'on n'a pas mis en considération, la justice. Et en fait, comme on ne peut pas toujours tout régler par les juridictions, il faudrait qu'il y ait une commission vérité, réconciliation, parce que je crois que la finalité, il faut réconcilier les belligérants, il faut réconcilier les provinces, il faut réconcilier le peuple et éviter la non-répétition. La seule façon de le faire, c'est de pouvoir dire la vérité, qu'est-ce qui s'était passé, et que nous allons dans une phase où les gens vont reconnaître leurs torts et que les victimes aussi aient le courage d'aller de l'avant pour dire et nous espérons que ça ne va plus se répéter en se regardant les yeux dans les yeux. Je peux vous dire que dans un passé récent, j'ai été avec une journaliste dans un village pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé après 20 ans du conflit. Le commandant qu'on a trouvé dans le village, c'est lui qui avait conduit les crimes et les massacres dans ces villages. Et il est dans ces villages avec ses bourreaux. Et tout le monde tremblait, bien sûr. Et je crois qu'on ne peut pas continuer à faire quelque chose de son contraire. Demander à ce que le bourreau puisse prendre la responsabilité de protéger la population en la terrorisant. Donc cette population ne guérira jamais
donc de son traumatisme. Et la question des responsabilités des entreprises multinationales qui exploitent en République démocratique du Congo, je pense qu'ici, il y a eu beaucoup de rapports par rapport au pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Et je pense que dans ce processus de justice, on ne verra pas seulement les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes des génocides éventuellement, mais il faudrait également s'occuper des crimes économiques qui ont été commis par des entreprises qui sont connues, qui ont été identifiées, mais aujourd'hui, à l'absence de cette justice, ces entreprises continuent à commettre des crimes économiques sur les territoires de la République démocratique du Congo. La question de la Cour internationale de justice qui avait tranché en faveur du Congo. Et je pense que lorsque vous allez à Kisangani et que vous voyez les dégâts qui ont été commis par l'armée patriotique rwandaise et l'armée ougandaise sur la population locale, leurs bâtiments, leurs maisons ont été détruits. C'est une ville sinistrée aujourd'hui, alors que la Cour internationale de justice s'était prononcée pour 6 milliards et avec aujourd'hui, je crois qu'il est très très important que le gouvernement congolais soit très actif par rapport à ces jugements. Et non seulement que ce soit l'Ouganda, je pense que les Rwandais devraient aussi répondre de ces actes, puisque c'était des armées qui se sont battues en pleine ville en lançant des obus sur des civils, et un pays a été condamné, l'autre ne l'a pas été, puisque tout simplement n'a pas reconnu cette juridiction, mais absolument il faudrait qu'il y ait une juridiction qui amène ces deux pays à dédommager les dégâts qui ont été commis à Kisangani. Aujourd'hui, la ville de Kisangani est sinistrée et malheureusement, en fait, on n'a même pas mis en œuvre cette décision de justice. Et donc, effectivement, je pense qu'à partir du moment où on a de jugements qui sont rendus par des cours comme la Cour de justice internationale et qu'il n'y ait pas des faits après, qu'il n'y ait pas la mise en œuvre, donc l'implémentation de ces jugements, je pense que là, nous courons un risque important, c'est que ces juridictions vont perdre leur force et leur valeur par rapport donc, aux pays qui devraient normalement attendre beaucoup de ces juridictions. Et aujourd'hui, je crois qu'il est très, très important. J'ai mon confrère, mon collègue plutôt et collaborateur, Tumbalwa, qui suit ces dossiers. Et je pense qu'il faut absolument soutenir le professeur Tumbalwa qui poursuit ces dossiers pour que, en fait, on puisse exécuter le jugement qui avait été rendu par les cours internationales. Sinon, on favorise l'impunité et ça sera toujours mauvais pour l'Afrique et pour toutes les zones en conflit.